Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à Sud Radio. Jusqu'à 13h, nous allons discuter et débattre des sujets d'actualité avec vos réactions, vos questions, vos coups de gueule. Si vous en avez envie, 0826 300 300 et la page Facebook de Sud Radio. Nous sommes votre relais d'opinion. Vous parlez vrai et nous vous donnons la parole. Dans quelques secondes, nous serons avec Boris Ravignon, le nouveau président de l'ADME, l'agence de transition écologique. L'occasion de faire le point sur la situation énergétique. Si les risques de coupure semblent s'éloigner pour cet hiver, il reste beaucoup à faire pour réduire durablement notre consommation d'énergie et nos émissions de CO2. Avez-vous modifié vos habitudes avec la fée électricité? Êtes-vous inquiet pour les hausses de prix à venir en 2023? Vous n'hésitez pas à intervenir. À partir de 11h, nous parlerons de ce que certains appellent une épidémie de flemme. C'est en tout cas une évolution profonde de notre rapport au travail. Les Français veulent du temps pour eux-mêmes, ils veulent du sens également. Sont-ils fatigués? Les entreprises ont-elles négligé trop longtemps les aspirations de leurs salariés? Comment gérer cette vague de ce qu'on appelle la grande démission? Là aussi, nous attendons vos témoignages, 0826 300 300. À midi, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le DPE. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devez connaître ces trois lettres DPE, le diagnostic de performance énergétique. A, B, C, D, E, F ou G. Votre logement est-il une passoire énergétique? Que faire? Et les DPE sont-ils vraiment fiables? Si vous avez fait réaliser le diagnostic de votre habitation, ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre témoignage au 0826 300 300. Et à midi et demi, le vert qui broie du noir, les produits bio sont dans le rouge. J'arrête là avec les couleurs. Le marché du bio est en crise. La faute à l'inflation, mais pas que. On verra ça à partir de midi et demi. Vous pouvez réagir également, bien sûr, sur tous les sujets de l'actualité de ce 27 décembre. Les doutes et la colère des Kurdes qui ne semblent pas retomber après la mise en examen et en détention provisoire de l'auteur de la fusillade qui a fait 3 morts vendredi dernier. La grève des médecins généralistes au plus mauvais moment avec l'épidémie de grippe et de Covid qui sature déjà les hôpitaux. Ou la réforme du chômage avec ce nouveau coup de rabot voulu par le gouvernement. Les demandeurs d'emploi sont-ils des feignants? L'exécutif veut les remettre au travail à tout prix. On en parlera aussi ce matin. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Le risque de coupure d'électricité cet hiver semble s'éloigner. L'indice EcoWatt reste au vert depuis sa mise en place, mais le sujet des énergies et de la sobriété reste d'une actualité brûlante, avec les hausses de prix annoncées en début d'année, avec la fin de la ristourne sur les carburants, les hausses plafonnées à 15% sur le gaz et l'électricité, alors que 12 millions de personnes n'arrivent déjà pas à se chauffer, faute de pouvoir payer leurs factures. Alors craignez-vous d'être étranglé par l'augmentation des tarifs de l'énergie? L'État en fait-il assez avec les chèques? Avez-vous déjà radicalement changé vos habitudes pour réduire les factures? Vous nous appelez au 0826 300 300. Et pour mieux comprendre ces enjeux de la bataille de l'énergie, nous sommes avec Boris Ravignon, officiellement nommé la semaine dernière en Conseil des ministres, président de l'ADME. Bonjour. Bonjour. Vous prenez donc la tête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est Emmanuel Macron qui vous a proposé à ce poste. Je rappelle que vous restez par ailleurs maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Vous aurez le temps de tout faire? Oui, absolument. Je m'organise en conséquence. C'est effectivement une très belle mission et particulièrement exaltante, mais je crois que c'est aussi très utile d'avoir les deux pieds sur le terrain, d'être justement un maire confronté aux difficultés des concitoyens et puis aussi confronté aux difficultés des collectivités pour réaliser cette transition écologique. Justement, qu'est-ce qui a séduit Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui l'a convaincu de vous proposer à ce poste de président de l'ADME par rapport à votre parcours? Alors, je crois que c'est d'abord effectivement le fait que cette question de transition énergétique et de transition écologique soit vraiment un peu un fil rouge de mon engagement politique. J'ai commencé moi comme conseiller de Nicolas Sarkozy en 2007 sur le sujet du Grenelle de l'environnement. J'y ai travaillé 5 ans et puis depuis que j'ai le bonheur d'être le maire de Charleville-Mézières, eh bien j'ai aussi essayé de mettre en pratique vraiment de manière très très concrète ces sujets de transition sur les mobilités dans la ville, sur le fait de développer
développer la chaleur urbaine en récupérant les chaleurs des usines à proximité. Enfin, on a vraiment essayé de travailler sur ce sujet et je pense que mon engagement d'élu local a intéressé Emmanuel Macron parce que je crois qu'aujourd'hui, les transitions, hein, on va en parler, elles sont surtout à s'organiser au niveau local, entre les élus locaux et les concitoyens. Alors vous le rappeliez, vous avez effectivement travaillé sur le Grenelle de l'environnement lorsque Nicolas Sarkozy était président. Vous avez travaillé aux côtés de Jean-Louis Borloo. 10 ans plus tard, quel état des lieux vous faites et quelles sont les priorités du coup que vous vous donnez dans vos nouvelles fonctions ? Alors l'état des lieux, c'est que il reste encore un travail absolument considérable à faire, que les objectifs que nous avions à l'époque, eh bien, sont toujours aussi impérieux et qui maintenant il devient encore plus urgent, je crois, de développer, de massifier, pour dire les choses très très franchement, très clairement, c'est ce phénomène de transition, que ça ne concerne pas simplement ceux qui les ménages les plus aisés ou quelques entreprises particulièrement avancées. Il faut vraiment qu'on arrive à donner les solutions à l'ensemble de nos concitoyens, aux collectivités, aux entreprises. C'est pour ça que l'ADEME a un petit peu changé de nom. Hein. C'était l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et aujourd'hui est l'agence transition écologique. Et en particulier, je pense que c'est l'agence des solutions pour la transition écologique, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui pour sortir de cette situation un peu angoissante où on voit les prix de l'énergie augmenter, où on est inquiet. Je crois que beaucoup de nos concitoyens le sont pour le climat, et on se demande comment faire, par où commencer. Et rappelons quand même quelles sont les missions précises de l'ADEME. Alors, les missions précises de l'ADEME, elle gère un certain nombre de fonds qui permettent effectivement donc de développer, par exemple, ce qu'on appelle la chaleur renouvelable, toutes les énergies renouvelables qui produisent de la chaleur. Quand dans votre ville une chaufferie biomasse se crée pour remplacer par exemple une chaufferie au gaz, et qu'on va chauffer comme ça un ensemble d'immeubles ou l'hôpital et des bâtiments publics, eh bien c'est l'ADEME qui apporte son aide aux collectivités pour que cela puisse se faire. Aux collectivités, pas aux particuliers, précisons-le. Alors, elle apporte son aide aux collectivités, mais indirectement, ça permet ensuite d'avoir des tarifs de chauffage bien plus intéressants et surtout ne plus être l'otage des énergies fossiles et de leur fluctuation des prix des énergies fossiles. Donc, c'est une aide qu'on apporte indirectement à la population, mais notre interlocuteur, c'est effectivement la collectivité. On a tout un champ d'activité aujourd'hui qui se développe avec les entreprises, parce que nos entreprises, grandes ou petites, spécialement les petites, qui sont aujourd'hui un petit peu à l'écart de ces mouvements de transformation, elles ont besoin qu'on les aide aussi. On le voit en ce moment avec les boulangers, tous nos artisans qui vivent des augmentations extrêmement fortes des prix de l'énergie. Eh bien, ils ont besoin d'investir ces entreprises. Elles ont besoin d'investir, ces entreprises-là, pour changer de four, avoir des équipements plus efficaces sur le plan énergétique, revoir leurs processus industriels et donc ou artisanaux. Et bien là, c'est l'ADEME qui effectivement, avec d'autres partenaires publics, investira aussi à leur côté. Ouais, vous parlez de ces artisans, effectivement, et les solutions que vous évoquez, c'est plutôt du moyen ou du long terme. La difficulté pour eux, la difficulté, c'est de passer l'hiver, là. La difficulté, effectivement, de court terme, alors il y a une réponse qui est effectivement un dispositif mis en place par l'État pour toutes les entreprises dont la facture énergétique représente plus de 3% du chiffre d'affaires. Donc ça permet déjà d'aider petite moitié des entreprises les plus impactées, mais effectivement, la solution de moyen à long terme, c'est l'investissement. C'est la même solution finalement que pour les collectivités. Il faut investir, rénover le réseau d'éclairage public, avoir des équipements de chauffage plus efficaces. Et puis c'est la même chose vraiment pour tous nos concitoyens. J'imagine qu'on va en parler, mais dans l'habitat, on a un champ considérable. Là, on a presque la moitié de la consommation d'énergie qui se fait dans l'habitat et le tertiaire. Et là, il nous faut effectivement collectivement investir énormément pour mieux isoler tous nos bâtiments. Oui, un des principaux enjeux, c'est effectivement celui de la rénovation des bâtiments. Pour les maisons individuelles, selon les chiffres de l'ADEME, 40% sont particulièrement concernés avec ce qu'on appelle des diagnostics énergétiques en E, F ou G. Bon, c'est pas des bonnes lettres, tout simplement. Est-ce qu'il faut simplifier les démarches, aider davantage, voire rendre la rénovation des logements obligatoire ?
Alors, en fait, aujourd'hui, le législateur et le gouvernement ont choisi de faire un petit peu tout, puisque à partir du 1er janvier 2023, par exemple, tous les bâtiments qui sont au-delà de la catégorie G, parce qu'il y en a certains qui sont encore au-delà de la catégorie G, ne pourront plus être mis à la location. Et puis, quelques années plus tard, ce seront E, F et G qui seront interdits aussi à la location. Oui, mais ça, c'est du coercitif, mais comment on aide? Ça, bien sûr. Mais ce que je disais, qu'on utilise tous les leviers, parce qu'il y a effectivement aussi un certain nombre d'aides. Le dispositif MaPrimeRénov', qui est à la disposition de nos concitoyens, et là cette fois-ci sans parce qu'on a souvent eu des conditions de ressources qui faisaient que c'était réservé aux ménages modestes ou très modestes. Là aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est un dispositif qui peut concerner absolument toutes les catégories, et notamment les classes moyennes dans leurs travaux d'isolation. Donc c'est un dispositif auquel on trouve très facilement des détails sur Internet ou sur le site qu'on gère, nous, l'ADEME, Agir pour la transition. Et donc là, on va pouvoir être accompagné sur ces travaux. Et ce qui est très important, ce qui me permet, je me donner l'occasion de le dire, c'est qu'on fasse des travaux cohérents. Parce que il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui, de gens qui font des investissements. Alors, en fait, si dans votre logement, vous changez seulement les fenêtres, ou si vous isolez seulement les combles, sans changer les fenêtres et sans traiter les ponts thermiques, eh bien, au final, vous avez dépensé de l'argent pour un gain qui va effectivement être très faible. Et on a vraiment donc, nous, un rôle à l'ADEME qui est aussi d'encourager nos concitoyens et communiquer sur le fait que c'est vraiment un ensemble de travaux qu'il faut faire, le plus possible en une seule fois. Alors, on dit ça, on sait bien que ça mobilise des fonds importants. Oui, le reste à charge quand même pour les personnes qui veulent rénover leurs habitations. Et effectivement... Mais c'est en ayant vraiment un plan d'investissement cohérent, vous allez avoir les meilleures économies d'énergie. Et donc aujourd'hui, au prix où on paye l'énergie, eh bien vous allez rentrer très rapidement dans votre investissement. Oui, alors il faut quand même passer à la vitesse supérieure, au rythme actuel qui est à peu près de, corrigez-moi si je me trompe, 50 000 logements rénovés par an, et pas forcément rénovés en globalité. À ce rythme-là, il faudrait des dizaines d'années pour éliminer ce qu'on appelle les passoires thermiques. On considère qu'il faut passer effectivement pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc là, cette fois-ci, on est neutre en émissions. Eh bien, il faut qu'on arrive à avoir 500 000 maisons par an et 300 000 logements, appartements, logements sociaux ou appartements privés. Et donc, on est effectivement il y a là besoin d'une accélération extraordinairement forte. Et c'est vraiment ce qu'on a sur les uns et les autres, sur nos agendas là pour 2023, 2024 et les années suivantes. Il faut vraiment qu'on arrive à se remettre sur une trajectoire plus cohérente avec nos objectifs de 2050. D'un mot, Boris Ravignon, dans une étude publiée par l'ADEME, justement, on voit qu'une majorité de Français, 53% exactement, se disent favorables à une baisse du nucléaire dans le mix énergétique. Et en même temps, on aura, même si on consomme moins, on aura besoin de plus en plus d'électricité. Oui, alors je voudrais juste noter que cette proportion de personnes favorables à l'arrêt ou la sortie du nucléaire est en très nette réduction. Une diminution de la part du nucléaire dans le mix. Et donc on a des gens qui aujourd'hui se disent que finalement on a aussi un système énergétique qui doit produire de la sécurité. Notre système, notre mix d'aujourd'hui comporte une part importante de nucléaire. On sait que l'avenir sera fait de réduction de la consommation d'énergie, de développement des énergies renouvelables. Le sujet, c'est quelle part nous gardons pour le nucléaire dans les années qui viennent. Et je crois que ce sujet-là, qui est un vrai beau débat démocratique, eh bien nous, notre rôle à l'ADEME, ça va être d'essayer de l'éclairer, d'essayer d'expliquer ce que chacune des trajectoires qu'on peut imaginer d'ici 2050 comporte comme risque ou comme sécurité. Et donc, on va avoir un beau débat puisqu'il y a une proposition de loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être adoptée et qui va justement statuer sur ce sujet. Et l'ADEME prendra toute sa part dans les explications. Mais il faut vraiment qu'on arrive à sortir des polémiques pour donner des chiffres, des faits et analyser nos trajectoires. Bien, on en débattra effectivement. Merci beaucoup Boris Ravignon. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de l'ADEME et également maire de Charleville-Mézières. Belle journée à vous du côté de Charleville-Mézières. Merci, bonne journée à vous également. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on va continuer à parler d'énergie. On était avec Boris Ravignon, le nouveau président de l'ADEME, juste avant la pub. Et on accueille maintenant Yves Marignac. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes expert sur l'énergie et porte-parole du collectif Négawatt avec un N. Depuis quelques mois, l'exécutif appelle les Français à la sobriété énergétique. Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance et apparemment l'appel a été entendu puisqu'on aurait mesuré une baisse de la consommation de près de 10%. Mais est-ce que cette sobriété peut rentrer durablement dans les habitudes des Français ou est-ce qu'il s'agit seulement de passer ce cap difficile de l'hiver 2022-2023 ? Alors c'est évidemment toute la question qui est devant nous, mais d'abord effectivement c'est quand même une nouvelle importante de constater que la consommation d'énergie et particulièrement d'électricité, c'est sur l'électricité que porte ce chiffre de moins 10%, a pu baisser très rapidement. Il faut quand même distinguer dans cette baisse des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il y a d'abord une baisse de l'activité, notamment de la grande industrie, qui est fortement consommatrice d'électricité. Et là, clairement, c'est pas de la sobriété choisie, c'est l'impact de la hausse des prix, situation économique et la hausse des prix. Mais on a mesuré en particulier depuis que le froid est arrivé au cours de décembre. Alors il est malheureusement à nouveau parti, je dis malheureusement parce qu'évidemment ça nous renvoie à la question du dérèglement climatique et à l'urgence. Mais on a mesuré notamment donc au moment où les Français dans les bureaux, dans les logements activaient le chauffage, un effet à la baisse important. Là encore, il y a une partie qui est malheureusement probablement de la sobriété subie. Des ménages qui n'ont pas les moyens de se chauffer comme ils le voudraient ou comme ils le faisaient les années précédentes. Mais il y a très clairement aussi une sobriété choisie. Et donc ça veut dire que les Français sont aujourd'hui en capacité, pour ceux qui sont suffisamment aisés pour le faire, de répondre à cet appel à la baisse de la consommation d'énergie. C'est quand même une grande nouveauté puisque on se souvient du président de la République qui parlait de la société des Amish il y a 2 ans de ça pour qualifier cette approche. Et c'est une grande nouvelle parce qu'on en aura besoin, vous le disiez à l'instant avec Boris Ravignon, on a besoin à court terme de cette sobriété parce que c'est le seul moyen d'action qu'on peut actionner à l'échelle de cet hiver et de l'hiver prochain, mais on en a besoin structurellement pour atteindre nos objectifs climatiques notamment, pour se défaire durablement de cette dépendance aux énergies fossiles importées. Et donc tout l'enjeu effectivement dans les prochains mois, dans les prochaines années, va être d'installer cette sobriété au-delà des gestes qui ont été mis en place de façon beaucoup plus structurelle. Alors effectivement, et en rappelant, je le disais tout à l'heure, que 12 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer faute de pouvoir payer leurs factures. Pour ceux qui peuvent faire un geste, la baisse de la consommation, vous le rappeliez, vient surtout des industriels. Au niveau des ménages, Négawatt a fait cet automne plusieurs recommandations. Pouvez-vous en rappeler les principales ? Oui, alors on a fait une série de propositions qui d'ailleurs ont pour beaucoup structuré le plan de sobriété qu'a proposé le gouvernement en octobre. Du côté des ménages, c'est assez clair. Alors il faut agir sur tous les postes. Il n'y a pas de petite économie d'énergie ou d'économie d'énergie qui soit inutile. Donc il faut éteindre des appareils en veille, par exemple, veiller à baisser un peu le niveau d'éclairage lorsqu'on le peut, etc. Mais le poste principal reste le chauffage. Le chauffage, c'est pratiquement 2/3 de la consommation d'énergie des ménages au total. Et donc le premier geste, c'est baisser la température de consigne. Et vous l'avez dit, on parle évidemment de personnes qui ne sont pas en précarité énergétique, auxquelles il faut au contraire donner les moyens aujourd'hui de se chauffer dignement. Mais pour ceux qui peuvent le faire, baisser à 19 degrés la température de consigne, baisser davantage la température dans des pièces que l'on n'occupe pas, évidemment, et puis baisser la température également la nuit. Et là, c'est plutôt une recommandation aussi, c'est sain, de chauffer plutôt à 16-17 degrés une pièce où on dort, par exemple. Le calcul qu'on a fait, c'est que l'ensemble de ces gestes, effectivement, peuvent réduire de... Alors ça dépend évidemment des situations, des ménages, du type de chauffage, etc. Mais de 15, 20, 30% la quantité d'énergie et donc la facture énergétique. Et compte tenu des prix de l'énergie, ça peut représenter 700 à 1 200 euros, d'après nos calculs, d'économie sur leur facture annuelle pour les ménages. Donc c'est loin d'être anodin.
Et ça a un impact aussi, évidemment, sur les émissions de CO2. Est-ce que les petits gestes du style on débranche la box, on débranche les appareils plutôt que de les laisser en veille, est-ce que ça compte également ? Oui, tous les gestes sont importants. Des meilleures pratiques en termes de cuisson. On a par exemple introduit, on connaît l'exemple le fait de couvrir des aliments qu'on cuit lorsque le mode de cuisson y est adapté. On peut aussi penser à éteindre son four un peu avant la fin de la cuisson, puisqu'il va rester chaud et la cuisson va se finir tranquillement. Éteindre les appareils en veille, vous le disiez, il y a d'autres gestes comme le fait de mettre, lorsqu'on le peut, une jaquette isolante sur son ballon d'eau chaude, qui va permettre au ballon de rester plus chaud et donc d'économiser là aussi de l'énergie, ou mettre des mousseurs, en fait des appareils qui vont réduire la quantité d'eau pour le même sentiment de pression et donc pour le même service. Ça augmente le débit ou la sensation de débit. Ouais. Voilà, en fait, maintenir la sensation de même débit avec un débit en réalité plus faible, donc vous allez moins tirer sur votre eau chaude. Il y a vraiment plein de gestes à faire, mais voilà, je crois que le point de départ, c'est tout simplement d'être conscient, effectivement, de nos consommations d'énergie et donc de s'interroger sur les postes que l'on peut réduire. Ça, c'est dans le court terme, et puis dans le moyen terme, au niveau des ménages, il y a s'interroger sur le dimensionnement de ces équipements, etc. Et puis, la sobriété structurelle dont on parle, évidemment, elle implique, au-delà des actions des pouvoirs publics pour réguler les marchés, de l'innovation des entreprises, une évolution de nos structures de mobilité, par exemple, qui va bien au-delà des petits gestes à la portée des seuls consommateurs. Yves Marignac, je voudrais qu'on dise un mot de la question du mix énergétique. On en parlait tout à l'heure avec Boris Ravignon. On a beaucoup mis en avant qu'une difficulté particulière de cet hiver était l'arrêt prolongé de plusieurs centrales nucléaires. Et EDF a d'ailleurs déjà annoncé que 4 réacteurs sur 56 ne pourraient pas être rebranchés avant la fin de l'hiver. On sait aussi qu'EDF prévoit de nouveaux travaux l'an prochain sur 6 réacteurs. On sait aussi que l'EPR de Flamanville sera de nouveau repoussé. Quelles sont les conséquences concrètes de cette situation dans le nucléaire ? Les conséquences concrètes de cette indisponibilité absolument inédite à ce niveau du parc nucléaire cet hiver et une partie de l'année prochaine, c'est effectivement de mettre le système électrique en difficulté. Alors il y a bien sûr aussi la situation en Ukraine, les tensions sur le gaz, dont on sait qu'il est utile pour passer les pics de demande dans la situation électrique actuelle, mais clairement cette défaillance du nucléaire a été le facteur premier dans la difficulté, dans la crainte de coupure, alors qui s'éloigne un peu mais qui n'a pas complètement disparu pour cet hiver. Et donc en fait en 2012, après l'élection de François Hollande et le débat national sur la transition énergétique qu'il avait organisé à l'époque, le président de l'autorité de sûreté nucléaire avait dit « Le système électrique ne dispose pas des marges nécessaires pour faire face à l'arrêt d'une dizaine de réacteurs pour une raison générique de sûreté. C'est exactement ce qui s'est produit avec le problème de corrosion sous contrainte qui a touché une quinzaine de réacteurs. Et donc, en fait, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est à quel point on n'a pas suffisamment agi depuis cette époque, depuis une dizaine d'années, pour effectivement diversifier nos options énergétiques et réduire cette dépendance. Ça voulait dire faire plus d'actions de maîtrise de la demande. Vous en parliez à l'instant avec Boris Ravignon, on en est loin, notamment sur la rénovation thermique des bâtiments. Et quand on sait à quel point le chauffage électrique dans des bâtiments peu performants est la cause première de nos pics de demande en hiver, évidemment, il y a un lien très fort. On est aussi en retard sur les renouvelables. La France est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas atteint en 2020 son objectif en termes de niveau de développement des énergies renouvelables. Et donc, l'urgence est effectivement à rattraper
ces retards. Et quand j'entends, moi, aujourd'hui, un certain nombre de responsables politiques dire que la priorité pour retrouver de la sécurité énergétique, c'est de miser à nouveau tout sur le nucléaire, au moment même où le nucléaire est la cause première de cette insécurité, je pense qu'on marche sur la tête. Alors il y a évidemment un débat sur l'avenir du mix énergétique, avec une décision à prendre sur des EPR ou non, mais quoi qu'il arrive, ces EPR, si la France décide de les construire et si tout se passe bien, ne seront pas disponibles avant la période 2035-2040, et donc on voit que ce qui se joue vraiment prioritairement aujourd'hui, c'est l'action sur la demande et l'accélération des renouvelables, et voilà, une grande partie du débat aujourd'hui autour du nucléaire, en fait, nous détourne des priorités d'action et de l'urgence. Yves Marignac, par rapport à cette question du mix énergétique, c'est un record historique cette année. La France n'a jamais autant consommé de gaz pour produire son électricité. Plus du double cette année par rapport à 2021, selon les chiffres de GRDF. Du coup, faut-il s'en inquiéter ? C'est évidemment une mauvaise nouvelle du point de vue climatique, et c'est directement lié au fait qu'on est à un niveau historiquement bas de production du nucléaire. Alors on parle de facteur de charge. Le facteur de charge, c'est la production du nucléaire, mais on peut dire la même chose pour l'éolien ou le photovoltaïque ou l'hydraulique. La production rapportée au maximum théorique que produirait, donc par exemple, notre parc nucléaire pendant toute l'année. On attend sur un parc nucléaire comme le parc français un facteur de charge de 80%. On va être cette année à peine au-dessus de 50%. Donc c'est dire à quel point la production du parc électrique a manqué par rapport aux normes cette année, a été défaillante, et c'est vraiment ça qui conduit à faire davantage appel à d'autres moyens de production, et le premier qui vient effectivement, c'est le gaz. Et qui sont plus émetteurs de CO2. Merci beaucoup Yves Marignac d'être venu nous rendre visite ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Négawatt. Et puis pour ceux que ça concerne et que ça intéresse, je rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez faire la demande du chèque énergie bois. Il est 10h59 et c'est Sud Radio.